Super, Paul aussi. Oui, là je parle, Clément. Vous m'entendez pas? Attendez. Oui, ok. Bonjour Emilien. Alors, Pierre. Pierre, je vous écoute, oui. Pierre, normalement, vous pouvez parler si vous avez besoin de poser une question. Ben, là, Pierre, en l'occurrence, je vous entends pas, donc j'ai la main dessus, mais je coupe pas vos micros. Normalement, quand vous êtes présentateur, vous pouvez parler. Tout à l'heure, Oscar a réussi à parler. Bon, bah sinon, Pierre, vous les questions, vous les posez par écrit. Désolée. Normalement, j'entends. Là, je sais pas pourquoi celle-ci marche pas. Je vous remets comme participant, du coup. Hop. Oui, peut-être. Bah, si normalement, en levant la main, ça marche. Bah, alors, on est à 35, on va y arriver. Regardez, vous avez des conseils aussi techniques d'Oscar pour ceux qui n'arrivent pas à connecter leur micro. D'accord, Lucas, pour Paul, c'est bien noté. Ok, parfait. Oui. Lucas, d'accord. Oui, je comprends bien pour le CNED. En fait, moi, j'ai plus l'habitude de l'utiliser, donc je préfère passer par ça. J'essaierai de me mettre à Big Blue Button si vous y tenez, mais bon, voilà. Et Lucas, pardon. Bien, en tout cas, on va pouvoir compter sur Oscar pour les conseils techniques. Super. Alors, Pierre. Pierre, normalement, vous pouvez parler. Tiens, c'est bizarre. Alors, à moins que j'ai paramétré quelque chose de différent. Alors. Bon, pour le micro, ça me semble pas gravissime. De toute façon, on va avoir normalement 3 cours en visio cette semaine et puis les 2 semaines qui viennent. Vous avez dû recevoir le mail de Madame Souillot qui dit que vous ne pouvez pas revenir en présentiel avant la semaine du 12 mai. Donc, on va faire avec juste des questions par écrit pour ceux qui n'ont pas de micro. Hein, je suis désolée. Alors, attendez. Paul. Paul, est-ce que vous pouvez parler du coup, quand vous leviez la main? Madame, est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, je vous entends. Oui, Bon, bah, impeccable. très bien, bah super. Bon, pour Pierre, ça marche pas, mais je comprends pas trop pourquoi, parce que ce matin, avec une autre classe, tout marchait très bien. Donc, je sais pas. On va réessayer pour Pierre. Voilà, Pierre, vous êtes normalement, vous pouvez parler. Alors, Noé, qu'est-ce qui se passe pour la colle? Je me suis trompée de groupe? Alors, attendez. Donc là, j'ai mis Oscar. Vous pouvez parler aussi, Oscar? Oui. Oui.
Oui, allez-y, je vous en prie. Oui, d'accord. Ah bah, on va la déplacer, c'est pas grave. Vous me laissez regarder tout à l'heure sur l'agenda Google. On trouve un autre créneau qui vous convienne à tous les trois, et puis je vous refais un mail pour fixer ça. Mais on la déplace. Donc celle de demain soir, on la fait pas, on va la déplacer, pas de problème. On va faire comme ça, je vous fais un mail après le cours. Ok? Super, merci. Alors, bon, on va commencer quand même parce qu'il est déjà 13h12. Donc, comme je vous disais, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va faire l'introduction du cours sur la supplication. Donc là, les 3 séances qui vont venir en visio, on va essayer d'avancer tranquillement dans le cours. Je préfère attendre pour vous rendre les DS d'avant les vacances, de vous voir en direct, parce que pour rendre les copies, c'est évidemment la seule solution qu'on ait. Et puis, je ne me vois pas spécialement scanner 44 première page de copie pour vous envoyer mes annotations. Donc, on va attendre que vous reveniez et puis on fera la correction aussi du DS à ce moment-là. D'accord? Donc, pour aujourd'hui, on part sur le cours sur Alexievitch. Alors, où est mon fichier? Donc là, normalement, vous devez l'avoir en affichage. Voilà. Noah n'entend pas le cours, mince. Alors, mon micro, normalement, il est à fond. Donc non, c'est bon. Comment faire? A priori, tout le monde, ouais, les autres entendent, donc je ne sais pas trop quoi vous dire, Noah. Oui, effectivement, peut-être se reconnecter. Normalement, même quand vous repassez par la salle d'attente, vous pouvez vous connecter directement. Alors, Pierre, je réessaie de vous donner la parole. Vous êtes en présentateur, là, normalement, Pierre. Je pense pas vous avoir... Mince. En fait, je pense que pour un certain nombre d'entre vous, ça va un peu jongler entre déconnexion et reconnexion. Ah si, ça marche. Bonjour madame. Bonjour Pierre, contente de vous entendre. Super. Je sais pas pourquoi ça marchait pas, mais ça marchait pas. Bah écoutez, là ça marche, donc n'hésitez pas si vous avez des questions, pas de problème. Est-ce que vous allez Là, bien? Mais oui, très bien, et vous-même? Ouais, ça va. Oui. J'aurais Bon, bah préféré tant mieux. retourner en cours la semaine prochaine, mais pour l'instant, ça va. Bah, tout le monde, je crois. Bon, faut patienter encore un petit peu, mais ça va se faire. Ça va se faire. Bon, voilà. Je me permets de vous recouper, du coup. Attendez, il y a Paul qui lève la main. Alors. Voilà, Paul, normalement, vous pouvez parler. Vous êtes présentateur. Bonjour, c'est Bonjour, bon, j'ai Paul. réussi à venir. Bonjour Eh madame. bien, c'est parfait. Super. Très bien. On Voilà. va pouvoir commencer. Super. Bien. Alors, on va commencer quand même. Donc, je remets mon document, une fois de plus. Voilà. Ah oui, partagez. Donc, dans le document que j'ai envoyé, vous avez d'abord des éléments biographiques sur Alexievitch qu'on va juste parcourir ensemble, mais je vous laisserai lire le détail. Voilà, donc il n'y a pas beaucoup de choses, puisque c'est une femme qui est évidemment encore en vie. Elle est née en 48, donc elle a quoi? Elle a 73 ans. Ce qu'il faut retenir de cette introduction, de la présentation de l'auteur, du coup, c'est qu'elle a une sorte de double ascendance. Elle est à la fois elle est ukrainienne, elle est aussi biélorusse en fait. Sa mère est ukrainienne et son père est biélorusse, ce qui fait qu'elle va être attachée vraiment aux deux pays. Elle connaît très bien l'Ukraine parce qu'elle y va tous les étés quand elle est petite. Mais elle est biélorusse à la base et donc son ancrage national, c'est la Biélorussie. D'accord? Alors, elle est d'abord, elle a un milieu familial qui la porte vraiment vers la littérature. Sa mère est institutrice et bibliothécaire, son père est directeur d'école. Et puis, dès son enfance, en fait, elle prend l'habitude d'écouter les gens parler, notamment les gens plus âgés qu'elle. Alors là, je vous ai mis dans le paragraphe, sa grand-mère lui raconte aussi des histoires liées au passé de l'Ukraine à la Deuxième Guerre mondiale notamment, qui est très très présente dans son œuvre aussi, dans celle qu'on a au programme.
Et ensuite, elle se dirige vers des études de journalisme. Et puis, assez vite, le projet qu'elle va mettre en œuvre, c'est un projet vraiment de témoignage sur ce qu'est l'URSS, donc avant la chute, donc avant 89, et ce qui va rester de l'URSS après après la chute, hein, du régime après 89. Donc, elle est vraiment très connue parce que elle porte justement toute cette mémoire en fait de l'URSS et de l'ex-URSS. Elle témoigne de cette, voilà, finalement de tout ce qu'il est advenu de cette société qui constituait quand même un des deux grands pôles dans la guerre froide, hein. C'était quand même un grand pôle de pouvoir et qui maintenant est complètement en perte de vitesse. Mais elle va rester le témoin et un peu la mémorialiste de cette époque. D'accord. Donc, dans le troisième paragraphe du document que je vous ai mis, donc là, on vous dit son œuvre littéraire continue d'explorer le monde soviétique jusqu'à ce qu'on peut décrire comme une fresque romanesque sur la fin de la grande utopie. Voilà, la fin de la grande utopie, c'est le communisme. Et elle va raconter, elle va écrire des romans sur la façon dont cette utopie a pris fin. Et notamment à travers les catastrophes qui ont secoué le pays, que ce soit différentes guerres, la guerre, il y aura aussi des choses sur la guerre en Tchétchénie notamment, et puis évidemment Tchernobyl aussi. Et donc elle est aussi, elle a une grande notoriété pour le fait qu'elle ait reçu le prix Nobel, voilà, en 2015 pour son œuvre polyphonique Mémorial de la souffrance et du courage à notre époque. Donc ça, c'était l'argument principal du jury de Stockholm qui lui a décerné le prix Nobel. Alors après, vous avez un encadré qu'on ne va pas détailler. Vous avez le contenu de cette grande fresque romanesque qu'on appelle les voix de la grande utopie. Donc le premier qu'il a fait connaître, c'est La guerre n'a pas un visage de femme. Donc c'est un témoignage sur en fait la vie des femmes pendant la guerre, la Deuxième Guerre mondiale notamment et d'autres guerres. Après, vous avez la même guerre vue par les derniers témoins qui sont des enfants. Les cercueils de zinc, donc ça c'est sur la guerre d'Afghanistan. Ensorcelé par la mort, et puis ensuite, donc en 5e position dans sa production romanesque, vous allez avoir la supplication. D'accord. Ah, Faucille et marteau, d'accord, j'avais pas compris pourquoi vous mettiez ça. Ok, c'est bien, vous avez bien compris le propos. Ok. Alors, et plus récemment, donc après la supplication de 97, vous avez la fin de l'homme rouge ou le temps du désenchantement. Voilà, là aussi, on va voir du coup ce que devient encore ce monde soviétique après la chute, voilà, après, dans les années 90 notamment. Alors, donc, mais c'est une auteure biélorusse à la base, il faut bien s'en rappeler. Oui, que des thèmes joyeux, effectivement. Il faut, comment dire, c'est pour ça que La supplication aussi, c'est un livre qui est assez marquant, hein. C'est pas un livre qu'on va relire forcément avec plaisir après, mais pour elle, on va voir que ça correspond à un travail nécessaire de mémoire et d'histoire, en quelque sorte, d'histoire humaine. Effectivement. Alors, donc après, je vous ai marqué que donc elle vit en Biélorussie, mais elle a été longtemps exilée en fait dans différents pays européens avec lesquels elle a noué des liens importants comme l'Italie, la France et l'Allemagne. Et notamment, elle est très critique vis-à-vis de Loukachenko, qui est le président actuel de la Biélorussie et qui est actuellement en train de tout faire pour garder le pouvoir et ne veut pas céder démocratiquement le pouvoir. Donc, vous pourrez lire ça. Et puis, elle s'en est prise aussi à Poutine. Et Dieu sait que s'en prendre à Poutine, c'est quand même assez dangereux. Si vous avez un peu suivi ce qui arrive à l'opposant principal de Poutine, Alexei Navalny, vous vous rendrez bien compte que ça demande quand même un certain courage que de dénoncer ce qui se passe en Russie directement, surtout quand on n'est pas très loin soi-même de la Russie. Ah ouais, Navalny se porte moyennement bien quand même, Léopold. Il a quand même fait une grève de la faim qui l'a mené bien pas très très loin de la mort, mais effectivement, c'est... Voilà. Donc c'est une auteure, on a le droit de dire auteur, même si ça s'écrit bizarrement comme ça. Ça s'écrit avec un E. C'est les nouveautés de l'écriture. On a le droit d'écrire comme ça, donc je ne m'en priverai pas, même si je ne trouve pas ça très joli. Et c'est donc une auteure très engagée dans le présent. Et elle est soucieuse de vraiment témoigner de ce qui se passe, de ce qui a pu se passer dans son pays, dans son continent, en quelque sorte d'attachement qui va être l'ancienne URSS. Donc là, j'en viens en fait au petit 2, d'accord. Donc là, je vais vous laisser passer en prise de notes. Là, j'ai commenté en fait ce que j'avais écrit, mais là, je vais vous passer directement en prise de notes. D'accord. Si jamais ça va trop vite, vous faites signe. Je m'arrêterai ou je reprendrai des choses. Alors, donc le type d'œuvre qu'elle écrit, on a coutume de l'appeler le roman des voix humaines. C'est une expression qui a été inventée par certains lecteurs d'Alexievitch, qu'elle a repris elle-même à son compte, donc on pourra aussi l'utiliser nous.
Elle parle aussi de roman des voix. Voilà, je mets là, dans le chat, bon bref. Alors là, c'est une expression d'Alexievitch elle-même. Alors, pourquoi le roman des voix? Parce que premièrement, ce sont des romans qui se construisent avec une juxtaposition de témoignages, sans organisation vraiment chronologique. Donc on a l'impression d'une sorte de polyphonie, on a plein de voix qui émergent successivement, voilà, les unes les autres. Et c'est ça qui fait vraiment la trame de son roman. Alors, il y a des témoignages qui s'entrecroisent, parfois ils vont se recouper sur certains points, parfois ils vont s'opposer aussi. Parfois, il y a vraiment des contradictions importantes dans les témoignages qu'elle recueille. Alors, de qui sont ces témoignages? Ils sont soit en fait d'acteurs des événements auxquels elle s'intéresse, soit simplement des survivants de la guerre, survivants de Tchernobyl, par exemple. Alors, souvent, ce sont des personnages féminins aussi. Les veuves, les mères d'hommes décédés à la guerre, etc. Donc ça, c'est ce qui va vraiment faire la trame principale de ces œuvres, tous ces réseaux en fait de témoignages, auxquels s'ajoutent parfois aussi des documents, des extraits de lettres, des extraits de journal intime, des procès-verbaux, et puis même, vous allez voir dans la supplication, donc je ne l'ai pas mentionné, mais c'est évident qu'il faudrait que vous ayez votre livre à côté de vous pour pouvoir regarder en même temps. Vous verrez que le livre, page 7, il s'ouvre sur une information historique qui consiste en fait en une série de petits articles d'encyclopédie ou articles de presse, voilà, qui font le point sur les données un peu chiffrées concernant Tchernobyl. Donc ça, c'est aussi présent souvent dans ses œuvres. Alors, comment est-ce qu'elle s'y prend pour réaliser ses œuvres? Alors déjà, elle fait un gros travail de recherche et d'interview. Donc, en moyenne, alors si on prend les 6 grands romans qu'elle a fait, elle a pris à chaque fois entre 4 à 7 ans pour faire ses recherches. Donc c'est vraiment un travail colossal. Et elle interviewe plusieurs centaines de personnes, entre 500 et 700 personnes pour chaque thème qu'elle aborde. Elle se retrouve alors du coup avec un espèce de fond documentaire. Et en fait, quand on prend tout l'ensemble de son œuvre romanesque, ça va couvrir vraiment toute la période soviétique. En gros, à partir de la Deuxième Guerre mondiale, pas trop de choses sur les années 20 et 30, mais bon quand même. Alors par contre, ce qui va retenir son attention quand elle, quand elle recueille les témoignages, c'est pas les faits objectifs. C'est pas les faits bruts, parce que son métier, c'est pas d'être vraiment historienne. C'est pas sa formation. Ce qui l'intéresse, elle, c'est la perception subjective de chacun. C'est vraiment l'aspect émotionnel des témoignages. Elle veut pas non plus donner une vision qui embellisse le réel. Elle veut pas faire de fiction. Elle veut pas non plus prendre des personnages dont elle ferait des héros. C'est pas du tout son propos. Au contraire, ce qui l'intéresse, c'est les petites choses de la vie quotidienne. Comment on survit concrètement, alors si je prends l'exemple de Tchernobyl, comment on fait pour replanter son champ alors qu'on n'a pas le droit, comment les animaux se nourrissent concrètement, qu'est-ce que je vois par la fenêtre quand je regarde, il n'y a plus d'oiseaux, etc. Comment faire si mon chat a disparu, voilà. Donc c'est des petites choses de la vie quotidienne, des détails vraiment prosaïques, donc qui ne semblent pas avoir d'importance. Et les gens qu'elle interroge sont souvent des gens très simples, des gens modestes, qui ont aussi d'ailleurs des joies simples. Alors par exemple, vous avez un monologue, c'est dans la première partie, qui s'appelle, alors je ne trouve plus la page, ouais, si c'est page 59, un monologue sur la joie d'une poule qui trouve un ver. Voilà. Donc ça, évidemment, on y reviendra amplement, parce que ce qui va être intéressant dans la supplication, c'est de montrer que la force de vivre, elle va renaître, mais à un niveau vraiment primitif quasiment. Et le monde naturel et animal, notamment, va devenir une sorte de modèle à suivre pour l'humain, parce qu'il faut vraiment repartir de zéro après la catastrophe nucléaire de Tchernobyl. Donc, là, je suis toujours dans mon petit 2. Donc, ce qui l'intéresse, c'est vraiment ces petites choses du quotidien. C'est aussi montrer une réalité qui va être un peu l'envers du tableau officiel. Elle va défaire toute la propagande soviétique. Alors, par exemple, pour Tchernobyl, c'est évident qu'il y a eu une récupération. Les autorités, elles ont essayé d'imposer leur version des événements pour en minimiser la gravité, pour sauver un peu leur peau en quelque sorte. Mais il ne faut pas oublier que même pour quelqu'un comme Gorbatchev, qui était du coup premier secrétaire, c'est-à-dire président en fait à l'époque de Tchernobyl, en 86, et lui-même, après la chute de l'URSS, il a dit qu'il pensait que Tchernobyl, c'était vraiment une des causes de l'effondrement de l'URSS. Parce que ça a remis en question énormément de choses. Donc elle, Alexievitch, elle veut montrer l'envers du tableau officiel. D'ailleurs, c'est souvent pour ça qu'elle a été en délicatesse avec le pouvoir de son pays.
Elle aime pas non plus, c'est pas une théoricienne, c'est pas une philosophe. Elle aime pas les abstractions. Elle préfère mettre en scène, représenter le monde sensible, les odeurs, les matières, les couleurs, pour vraiment représenter ce qu'on pourrait appeler la texture même de la catastrophe. D'accord? Alors du coup, les œuvres qu'elle écrit sont des objets littéraires un peu étranges, qui n'ont pas d'équivalent dans la littérature, quelle qu'elle soit, et puis qui posent un certain nombre de problèmes quand même, parce que ça va être difficile pour nous en dissertation de dire, par exemple, Alexievitch pense que, parce qu'il y a plein de voix différentes qui s'expriment, il y a une polyphonie, comme on disait tout à l'heure, il y a un caractère assez fragmentaire du discours, il n'y a pas un message en fait, elle ne va pas dégager un message sur Tchernobyl, du type Tchernobyl, c'est voilà, c'est le mal absolu, c'est la faute du gouvernement ou c'est la faute des scientifiques, etc. Non, il va y avoir plein d'opinions différentes qui s'expriment. Donc le travail de construction du sens, il va pas être évident à faire à travers cette œuvre. Il n'y a pas une vérité en fait. Et en ceci, on pourrait dire qu'elle rejoint un petit peu Nietzsche, qui pense aussi qu'il n'y a pas une vérité absolue, mais que finalement la vérité est un peu affaire de personnes et de subjectivité. Donc ça pourrait être un point commun qu'on trouvera avec Nietzsche, qu'on n'a pas du tout chez Hugo, par exemple, pour lequel il y a une vérité absolue qui existe. Et si vous avez lu, ce que j'espère, le cours que j'avais envoyé sur la fin des contemplations, vous avez peut-être vu que Hugo, il est carrément platonicien par certains moments, c'est-à-dire qu'il considère que les choses existent en soi et elles ont une forme immuable quelque part dans un ciel où rien ne bouge en quelque sorte. Alors, pour revenir quand même à Alexievitch, donc il n'y a pas de message global qu'elle va donner. Il n'y a pas non plus de narration. On parle de roman des voix, mais c'est pas un roman au sens où il y aurait une histoire qui serait racontée. Il n'y a pas de fil narratif, il n'y a pas de trame narrative. Il n'y a pas de narration linéaire. Il y a des grands repères, qui sont les grands chapitres qu'on va commenter après. Mais elle n'est pas, c'est pas une conteuse. Elle se définit en fait à travers une image un peu bizarre que je vous mets dans le chat, c'est l'image de la femme oreille. Elle dit je suis une femme oreille, c'est un peu étrange. Alors de façon moins laide, on pourrait dire, elle dit aussi qu'elle est une historienne des âmes. Là, ça nous parle peut-être plus directement. Et elle se donne pour but de retranscrire vraiment très exactement, méticuleusement la parole de ses témoins. Alors, elle prétend du coup à une sorte de neutralité, mais en fait, on va voir, là, je vais passer du coup au petit 3, qu'en fait, il y a quand même une forme d'engagement dans son texte, même si elle prétend à une forme de neutralité. Donc là, je passe au petit 3, un portrait social et existentiel. Alors, comme on l'a vu tout à l'heure, quand on a regardé un peu de quoi parlaient ses principaux romans, donc la Seconde Guerre mondiale, la guerre d'Afghanistan, Tchernobyl notamment, et puis aussi, un peu plus tard, avec la fin de l'Homme Rouge, elle va évoquer la guerre en Tchétchénie. On voit bien que c'est les sujets qu'elle aborde. Et finalement, ce pas des thèmes joyeux, comme disait Oscar tout à l'heure, mais c'est surtout qu'elle va toucher vraiment au point névralgique de l'URSS du XXe siècle. C'est vraiment les moments de crise, les moments où il y a eu une fragilité du système, et c'est ça qu'elle va vraiment pointer du doigt pour exercer une forme pour pratiquer une forme de critique. D'accord? Alors, effectivement, à travers toutes ces œuvres, elle va dénoncer plusieurs choses. Premièrement, elle va dénoncer un État vraiment monstrueux qui dévore en quelque sorte ses sujets, un État inhumain qui utilise les hommes comme un matériau à façonner, voilà, en termes de productivité économique, de la chair à canon pour envoyer dans ces guerres au nom d'un idéal qui est de plus en plus dévoyé. Donc évidemment, elle porte quand même tout ça à travers ses textes. Donc c'est déjà le choix des thèmes qu'elle aborde, il est absolument pas neutre, évidemment. Et puis même si on prend la supplication, alors il y a quand même quelques, mais ils sont très rares, témoignages de personnages qui sont des défenseurs du pouvoir soviétique. Il y en a même un qui s'appelle comme ça, monologue d'un défenseur du pouvoir soviétique, mais en fait il y en a un sur une cinquantaine, quoi. Donc évidemment le choix des témoins aussi, le choix des témoignages qu'elle met dans ses œuvres, il témoigne vraiment d'un engagement quand même. Elle n'est pas neutre non plus, elle ne met pas tous les témoignages. Alors, ce qu'elle reproche à l'État, du coup, voilà, c'est une indifférence par rapport à ces sujets, faire primer en quelque sorte le collectif sur l'individuel. Elle dénonce aussi un État, un pouvoir qui est inefficace. On parlera, je le mets ici parce que ce n'est pas un terme fréquent, de l'incurie du pouvoir. Incurie, ça veut dire l'incapacité à réagir. Alors, en l'occurrence, à Tchernobyl, c'est très évident. Hein, le pouvoir envoie des hommes sur place qui ne sont absolument pas équipés.
Les pompiers, on leur dit que c'est juste un incendie, alors qu'un incendie dans une centrale nucléaire, c'est quand même très, très, très particulier, mais ils sont évidemment en première ligne, ils sont très mal équipés, donc ils sont sacrifiés en quelque sorte. Et puis, c'est un l'État soviétique, qui n'assume pas les conséquences de la disparition des structures sociales qui étaient les siennes. Au début, effectivement, de l'ère soviétique, il y a eu tout un travail de reconstruction de la société, de structuration de la société, d'ailleurs, qui était en grande partie fait pour avoir un contrôle maximal sur les individus. Mais finalement, ce système s'est progressivement effrité à travers les différentes épreuves, et du coup, les gens sont laissés pour compte, sont lésés par l'effondrement du régime. Et c'est vraiment une sorte c'est de ce qui est devenu la Russie, puis la Biélorussie, puis l'Ukraine, hein, quand l'URSS a éclaté, sont vraiment des pays livrés à une espèce de jungle sociale, quoi. Par exemple, en Russie, dans les années 90, l'État, du coup, a bradé ces grandes compagnies d'énergie, pétrole et gaz, et vous avez des gens qui les ont achetés à très très bas prix et qui ont bâti des fortunes après là-dessus, qui sont devenus milliardaires. Il y a par exemple, comment il s'appelle? Roman Abramovich, qui a après racheté des clubs de foot de Chelsea, je crois, et d'autres comme ça, Mikhail Rodorkovsky, qui est devenu un magnat du pétrole. Donc en fait, il y a après l'ère soviétique, bah, il y a eu, si vous voulez, une misère sociale accrue, et l'État n'a jamais rien fait pour y remédier, donc c'est ce qu'elle va dénoncer aussi. Donc voilà, un portrait social existentiel de l'URSS et de l'ex-URSS. Alors existentiel aussi parce que, au-delà de la critique sociale, c'est à l'existence humaine que Alexeïvitch s'intéresse. Alors, dans les témoignages qu'elle recueille, elle tombe souvent sur des individus qui révèlent très vite leurs faiblesses. Mais elle n'est pas dans une perspective de condamnation de la faiblesse des gens. Au contraire, elle se rend compte qu'ils sont souvent capables du meilleur comme du pire. Mais elle restitue leurs témoignages tels qu'ils les livrent, avec une certaine empathie. Alors, on verra aussi, mais ce sera bien plus tard dans le cours sur Alexeïvitch, qu'il lui arrive vraiment d'être elle-même, d'ailleurs, de partager l'émotion exprimée par son témoin, voire de pleurer avec la personne qui raconte. Du coup, voilà, cette empathie permet au lecteur de vraiment se glisser dans la peau des personnes interviewées et de ressentir de l'intérieur tous les sentiments qu'ils peuvent éprouver, qui sont à la fois nombreux et parfois contradictoires. Par exemple, l'enthousiasme pour la patrie, le désir de défendre la patrie, de porter les valeurs soviétiques, mais aussi la déception, le désenchantement, l'humiliation, la violence, etc. Donc le lecteur, notamment dans la supplication, il va un petit peu suivre ce même parcours. Il va voir des gens qui croient dans l'État soviétique et dans le fait qu'a priori, il va bien faire les choses, il va bien les défendre contre Tchernobyl. Et puis progressivement, on se rend très très vite compte que la plupart des gens deviennent des victimes impuissantes et que l'État ne fait absolument rien. Donc voilà, pour terminer là-dessus, donc sur le petit 3, on va dire que l'œuvre d'Alexeïvitch a rencontré vraiment un très très grand succès. C'est pour ça qu'elle a eu le prix Nobel d'ailleurs. Parce que finalement, le fait de lire des témoignages sans tabou, d'accéder à la parole individuelle, ça a vraiment un grand pouvoir de fascination sur le lecteur. Parce que le lecteur peut vraiment s'approcher, alors c'est son projet elle en tout cas, elle essaie de faire s'approcher le lecteur le plus de l'âme humaine et de sa souffrance. Alors c'est vrai que c'est vraiment un texte, une œuvre marquée par la souffrance. Et d'ailleurs elle-même, alors comment dire, même s'il faut un peu se méfier de certains clichés, par exemple sur l'âme l'âme slave ou l'âme russe, qui serait en quelque sorte habituée au malheur, etc. Parce que ça, c'est un cliché qui remonte à très longtemps, mais qui est un peu dangereux. Il y a quand même toute une civilisation, toute une culture qui a été marquée par le malheur depuis, alors au moins tout le XXe siècle, avec Tchernobyl un peu comme point d'orgue de cette catastrophe. Alors évidemment, pour étudier la force de vivre, ça nous fait aller vraiment dans des extrémités. Même si on a vu avec Hugo à quel degré de souffrance la mort de quelqu'un pouvait amener un être humain, là on va être comment dire, à une échelle bien plus large, on va vraiment être encore à un autre niveau de souffrance qui va nous permettre d'approfondir encore notre réflexion sur la force de vivre. Voilà. Alors pour terminer, je vous ai mis 3 citations d'Alexeïvitch pour un petit peu illustrer ce qu'on a dit et que vous ayez aussi des citations éventuellement à mémoriser, des petits fragments de phrases qu'elle a pu écrire et dites. Donc, je les ai prises dans différentes interviews d'Alexeïvitch. Alors, la première, elle est assez connue en fait. Elle dit: Je n'écris pas l'histoire nue et sèche d'un fait ou d'un événement, j'écris l'histoire des sentiments.
Voilà. Donc j'écris l'histoire des sentiments. C'est comme si pour elle, voilà, il y avait toute une part de l'histoire qui n'avait pas été faite par les historiens. L'histoire des sentiments. Alors, de fait, on pourrait alors, elle écrit ça dans les années 90. Mais de fait, c'est pas tout à fait vrai, parce que maintenant, dans les années, à partir des années 2000-2010, c'est une branche de l'historiographie qui s'est vraiment beaucoup développée. On écrit, par exemple, sur comment dire? Oui, l'histoire de tel sentiment, je sais pas, l'histoire du sentiment amoureux, l'histoire de la jalousie, l'histoire de la passion, donc c'est pas tout à fait vrai. Mais ce qu'elle veut dire, c'est que il faut vraiment donner à entendre les individus eux-mêmes, sans passer par un travail d'historien qui généralise, qui structure, etc. Voilà, donc elle n'écrit pas l'histoire nue et sèche d'un fait ou d'un événement. On voit que c'est un peu péjoratif hein, quand elle dit l'histoire nue et sèche. Elle écrit l'histoire émouvante des sentiments. Alors, la deuxième citation qu'on a, donc je pose des questions non sur le socialisme, l'enfance, pardon, oui, non sur le socialisme, mais sur l'amour, la jalousie, l'enfance, la vieillesse, sur la musique, les danses, les coupes de cheveux, sur les milliers de détails d'une vie qui a disparu. C'est la seule façon d'insérer la catastrophe dans un cadre familier et d'essayer de raconter quelque chose, de deviner quelque chose. L'histoire ne s'intéresse qu'aux faits. Les émotions, elles, restent toujours en marge. Ce n'est pas l'usage de les laisser entrer dans l'histoire. Moi, je regarde le monde avec les yeux d'une littéraire et non d'une historienne. Alors, dans cette citation, on voit que ça, elle développe en fait ce qu'on a dit dans la citation précédente. Voilà, ce qui l'intéresse, elle, c'est pas la théorie ou tel grand mouvement. C'est pas le socialisme qui m'intéresse. C'est l'amour, la jalousie, l'enfance, la vieillesse. En fait, c'est quoi? C'est des expériences humaines qui l'intéressent. Des expériences aussi qui sont universelles, donc qui vont pouvoir toucher un très large lectorat, qui vont avoir trait à l'existence humaine, à la force de vivre humaine. Donc ça, c'est un premier aspect. Deuxième chose, c'est tout ce qui est très quotidien, la musique, les danses, les coupes de cheveux, les milliers de détails d'une vie qui a disparu. Elle va trouver une richesse dans l'individualité, dans les destinées ordinaires, a priori médiocres, sans intérêt, mais elle va réussir à y trouver la matière de quelque chose à dire, de riche. Et alors, pourquoi elle fait ça? Parce qu'elle dit, c'est la seule façon d'insérer la catastrophe dans un cadre familier et d'essayer de raconter quelque chose. Parce qu'en fait, effectivement, une des grandes problématiques de Tchernobyl, c'est comment est-ce qu'on va dire Tchernobyl? Comment est-ce qu'on va pouvoir mettre des mots sur l'indicible? Et la seule façon de le faire, c'est de s'interroger sur la façon dont les gens précisément l'ont vécu à l'époque. Voilà, comment concrètement on vit Tchernobyl? Comment on survit à Tchernobyl? C'est complètement impensable. Aucun d'entre nous ici se projette dans ce qui a pu être vécu à l'époque de Tchernobyl. C'est inimaginable en fait. Donc pour le rendre imaginable et pour en raconter quelque chose, il faut venir dans le détail de la vie des gens. Et je trouve que surtout dans la première partie du roman, c'est ça qui saute quand même pas mal aux yeux. Alors après, elle continue et dit l'histoire ne s'intéresse qu'aux faits et les émotions elles restent toujours en marge, etc. Moi, je regarde le monde avec les yeux d'une littéraire et non d'une historienne. Voilà. D'ailleurs, pour la force de vivre, effectivement, la notion d'histoire n'aurait pas de sens en fait. On ne peut pas faire une histoire de la force de vivre. Nous, ce qu'on a fait dans le cours d'intro, c'est un petit peu une histoire de la pensée sur la vie, et c'est pas du tout la même chose. Et c'est à travers justement les expériences personnelles, intimes, comme celle que la littérature peut restituer, qu'on peut essayer d'y comprendre quelque chose. Voilà. Et donc, pour finir, dernière citation que je vous ai proposée ici. Alors, on va voir un peu aussi sa conception de l'homme, de la condition humaine ici. Donc, pendant 30 ans, j'ai écrit l'encyclopédie de la grande utopie, le communisme. Dans mes 5 livres, je pense avoir tout dit sur le mal et l'homme. Aujourd'hui, je confronte ma méthode d'interview à des champs nouveaux, l'amour et la vieillesse, ou la mort, si vous voulez. Il y a 2 moments dans la vie où le langage est proche de l'âme, lorsqu'on aime et lorsqu'on va mourir. Quoi que j'écrive, il est toujours question de l'homme et de son inaptitude au bonheur. Voilà, donc là, elle explique aussi, finalement, malgré le fait qu'elle s'intéresse à des choses de l'ordre de l'individualité, des vies individuelles, etc., elle montre quand même qu'il y a une portée métaphysique dans son œuvre. Avoir tout dit sur le mal et l'homme. D'accord? Ça fait écho, normalement, enfin, j'espère, en vous, au cours sur Hugo. On a vu que Hugo se questionne beaucoup sur l'existence du mal. C'est très, comment dire, c'est une interrogation assez poignante dans son œuvre. Après la mort de Léopoldine, de comprendre pourquoi le mal existe et pourquoi des choses telles que la mort d'un enfant peuvent exister. Et donc, voilà, elle a l'impression d'avoir fait le tour de la question. Et donc, après, ce sont les expériences
finalement qui ont trait aussi à la question de la force de vivre, l'amour et la mort, qui vont l'intéresser. Donc il y a 2 moments dans la vie où le langage est proche de l'âme, lorsqu'on aime et lorsqu'on va mourir. Donc est-ce qui l'intéresse? C'est de montrer, comment le langage vient exprimer ce qu'on a dans l'âme, en fait. Et du coup, là encore, ça rapproche, pas mal son texte de celui de Victor Hugo, qui prétend écrire les mémoires d'une âme dans les contemplations. Et alors moi, ce qui m'a toujours marqué dans cette citation, c'est la fin. Il dit: «Quoi que j'écrive, il est toujours question de l'homme et de son inaptitude au bonheur». Donc là, ce qu'on voit, c'est qu'elle est quand même, très, très, très pessimiste, hein. Là, elle s'éloigne d'Hugo et de Nietzsche, mais elle considère vraiment que par nature, l'homme est inapte au bonheur. Et ça va marquer évidemment toute son œuvre et ça va en faire un texte assez pessimiste, concernant la force de vivre. Donc c'est aussi ça qui est très spécial, dans le texte qu'on a, nous, au programme. Donc voilà pour, le commentaire de ces phrases. Donc vous pouvez retenir des petits extraits, ça peut faire des petites entrées en matière ou voilà, ça peut étoffer un petit peu votre, connaissance de l'œuvre. Donc ça, c'était le grand 1 de mon cours d'intro, les éléments sur l'auteur et sur son œuvre. Voilà. Donc vous pouvez retenir notamment l'expression le roman des voix. Vous pouvez retenir aussi la démarche qu'elle met en œuvre quand elle écrit ses livres, et puis les enjeux quand même critiques par rapport à l'ère soviétique notamment. Alors, les pages suivantes, on va pas les lire ensemble, c'est un petit peu technique, on va dire. C'est des éléments sur la catastrophe de Tchernobyl. Donc là, j'ai essayé de décrire de la façon la plus claire possible ce qui s'est exactement passé à Tchernobyl, qui est quand même bien connu. Alors, je me suis appuyée sur différentes sources que vous avez à la fin du document en page 4. Alors, en fait, je me suis appuyée sur la mini-série qui est parue sur Orange à l'été dernier. Si jamais vous l'avez, n'hésitez pas à regarder l'épisode 5, parce que c'est là que j'ai repris tous les éléments. Et puis, j'ai trouvé un site qui s'appelle radioactivité.com, notamment qui porte sur le défaut du type de réacteur en question, le réacteur RMBK. D'accord? Non, RBMK, pardon. Donc, après, bon, ce qu'il faut savoir dans les très grandes lignes, mais vous le savez sans doute mieux que moi je ne suis pas du tout une scientifique, donc c'est que ce qui s'est passé, c'est que lors d'un test, d'un essai de sécurité réalisé, eh bien le réacteur a explosé. Alors, il y a plusieurs raisons à cela. Le fait que le test, il n'a pas été fait dans des conditions de sécurité, suffisantes, un défaut de conception du réacteur lui-même et puis d'autres problèmes d'ordre humain, à savoir le fait que, ceux qui ont réalisé le test n'étaient pas au courant qu'il fallait en faire un. Donc ils ont découvert sur le tard qu'ils devaient le faire, ils n'étaient pas du tout expérimentés pour ça et donc ça s'est forcément assez mal passé. Et en appuyant sur un bouton dont ils ne connaissaient pas les effets réels, le bouton AZ5, qui est prévu pour éteindre le réacteur en cas de perte de contrôle, mais en fait, ils ont déclenché l'explosion de la centrale. Vous lirez le détail, je vous laisserai lire le détail. Voilà, donc les images que j'ai mises, elles sont extraites de la mini-série, à l'exception de la toute dernière où on voit la centrale de Tchernobyl recouverte de son nouveau sarcophage, construit entre 2016 et 2018. Mais qui se fissure déjà un petit peu. Voilà. Donc ça, je vous laisserai lire, parce que finalement, même si dans le texte de Alexievitch, il va évidemment être fait référence à ce qui s'est passé le jour même, les éléments factuels, ils sont quand même assez vite évacués du récit. Après, en page 5, vous avez une carte pour vous permettre de situer Tchernobyl, donc qui est tout au nord de l'Ukraine. Mais en fait, vous voyez que c'est quasiment à la frontière avec la Biélorussie. Alors la fameuse petite ville de Pripyat, la ville où logeaient les ingénieurs de Tchernobyl et leurs familles, elle est tout près de la frontière elle aussi. Et en fait, ce qu'on voit aussi quand on regarde la carte, c'est que finalement les conséquences de Tchernobyl, elles sont surtout concernées une grande partie du territoire biélorusse, alors que Tchernobyl, c'est en Ukraine. Une espèce de paradoxe, mais qui va faire que la Biélorussie sera la principale victime en fait de Tchernobyl. Donc là, je vous laisserai lire le détail aussi. Et donc, on en vient du coup au grand 3, où on va un petit peu décrire la structure du livre pour avoir des repères, pour pouvoir se circuler plus facilement dans le texte. Voilà, donc là, je vous ai mis prise de notes en rose juste après le grand 3, mais vous pouvez quand même regarder ce qui suit immédiatement. Donc, vous avez le plan général du livre, en fait. Vous avez une petite information historique qui fait quelques pages. Le prologue, qui est constitué donc d'un premier récit qui est une voix solitaire. Celui que généralement vous citez dans les dissertations, c'est l'histoire de la femme du pompier, des premiers intervenus sur les lieux. Et dans le prologue, vous avez aussi un petit texte où l'auteur s'interviewe elle-même, en quelque sorte. Et on l'étudiera spécifiquement après le grand 1 du cours. Après, vous avez 3 chapitres centraux. La terre des morts, la couronne de la création et admiration de la tristesse. Et puis une conclusion, une autre voix solitaire, donc, dont l'intitulé fait directement écho au prologue. Et il y a un épilogue très court qui s'appelle En guise d'épilogue.
Après, je vous ai mis pour que vous puissiez vous repérer plus facilement quand on fera le cours, tout le détail en fait. Donc, notamment les noms des monologues qui sont pas forcément faciles à mémoriser, mais bon, là encore, quand on s'en servira en dissertation, plutôt que de citer le nom des témoins qui n'est pas évident à retenir, par exemple, Zinaïda Evdokimovna Kovalenka, ça va être compliqué, sauf à retenir le dernier nom éventuellement. Moi, je me référais au titre des monologues à chaque fois, ce sera plus simple. Donc là encore, ce document, si vous pouvez l'imprimer et l'avoir sous les yeux quand on fera le cours après, ce sera bien parce que vous pourrez vous repérer plus facilement. Donc là, je reviens donc au début du grand 3. Et donc, j'ai un petit peu décrire la façon dont le livre se structure. Alors, une première remarque, ça va être que pour désigner ce texte au programme, la supplication, alors, faut dire, on peut parler de recueil, on pourra dire recueil par exemple, on peut dire récit. Alors, recueil parce qu'effectivement, c'est le rassemblement de différents témoignages. On peut dire récit aussi parce que c'est dans le sous-titre. En l'occurrence, Tchernobyl, alors chronique du monde après l'apocalypse ou récit, c'est pareil. Voilà, le récit, c'est marqué, c'est le genre désigné. Si vous regardez dans les toutes premières pages du livre, elle désigne elle-même son texte comme un récit, donc on va pouvoir le faire. Alors, on peut dire donc recueil, récit, on peut dire chronique, on peut dire aussi roman des âmes, comme on l'a vu tout à l'heure, ou roman des voix, mais avec des guillemets pour le coup, parce que ce ne sont pas des expressions vraiment consacrées. C'est très spécifique à Alexievitch. Alors, tout d'abord, on va commenter le titre de l'œuvre, sur lequel il vous arrive encore de faire des erreurs en disserte, c'est bien la supplication. Vous vous laissez contaminer par les contemplations, mais là, c'est bien la supplication. Alors, ce titre, il vient d'où? En fait, il vient du dernier témoignage du recueil, celui qui s'appelle Une autre voix solitaire. Et si vous allez voir page 250, c'est là que vous allez trouver le terme de supplication. En fait, dans ce dernier témoignage, vous avez une femme qui s'appelle Valentina Panasevich, moi je l'appelle Valentina tout simplement. C'est la femme d'un liquidateur, donc elle va accompagner toute son agonie et elle va montrer comment elle cultive son souvenir, notamment auprès de leur fils. Elle a un fils avec lui qui croit encore qui est malade aussi, mais qui croit encore que son père va revenir. Et du coup, à la fin, elle dit, donc sa toute dernière page, là je la cite, alors nous l'attendrons ensemble. Je réciterai en chuchotant ma supplication pour Tchernobyl. Et lui, il regardera le monde avec des yeux d'enfant. Donc, page 250. Donc là, finalement, c'est cette espèce de prière pour les morts, ceux qui ne reviendront pas, mais auxquels il faut consacrer un livre pour s'en souvenir. Donc c'est cette prière, en fait, qui va faire l'objet, qui va devenir le titre du livre. D'accord? Donc évidemment, ça lui donne un tour très, comment dire, à la fois religieux, à la fois mémoriel, et très très subjectif pour le coup. Voilà, donc la supplication, Tchernobyl, chronique du monde après l'apocalypse. Alors, cette idée de supplication, comme je disais, ça indique la nature très subjective de l'ouvrage, malgré le fait qu'on a au tout début donc une information historique, comme je vous l'avais dit, une série d'articles qui donnent des données, qui donnent des éléments factuels sur la catastrophe, qu'on peut montrer un peu plus tard. Donc, malgré ça, on va être dans un texte extrêmement subjectif. Alors, l'autre petit élément discordant à cela, c'est le tout dernier texte, c'est très très court. C'est un épilogue, il n'y a même pas de numéro de page, on est en fait à peu près à la page 251, qui résonne plus cyniquement. En fait, c'est une publicité faite pour des voyages touristiques à Tchernobyl. Donc là, je lis la publicité. Une agence de voyage de Kiev propose des voyages à Tchernobyl et une tournée au cœur des villages morts. Naturellement, pour de l'argent, visiter la Mecque du nucléaire. Donc comment, de façon extrêmement cynique, réussir à tirer profit de la catastrophe et de la mort. Donc vous avez cette espèce d'épilogue qui montre en quelque sorte que la plupart des gens que le temps passant, on a tendance à vouloir oublier la catastrophe, en faire un objet de curiosité, alors qu'en fait, pour l'auteur, elle a des conséquences et des enjeux vraiment métaphysiques qu'on ne peut pas du coup oublier. Donc, à part l'information historique et ce qu'elle appelle en guise d'épilogue, cette publicité, l'ensemble du texte se caractérise par l'expression des sentiments et des impressions personnelles, à la fois des témoins et aussi de l'auteur elle-même, notamment dans l'interview qu'elle se fait elle-même.
Donc ça, c'était pour les parties de l'information historique et en guise d'épilogue. Donc les deux parties qui sont tout au début et tout à la fin. Après, si on resserre un petit peu la perspective, vous avez d'une part le prologue et la conclusion. Donc une voix solitaire d'un côté et une autre voix solitaire de l'autre. D'accord? Donc ces deux textes, ce sont deux témoignages de veuves. Donc ils sont vraiment à mettre en parallèle. Et ils vont donner à l'ensemble quand même elles vont faire entrer l'ensemble dans un registre vraiment pathétique. Le pathétique, c'est le registre qui sert à susciter la compassion du lecteur. Effectivement, ce sont deux témoignages pathétiques. C'est pas un jugement de valeur, c'est le fait que on ne peut que éprouver de la compassion pour ce qu'elles ont vécu et pour ce que leurs maris ont vécu aussi. Donc, vous avez ces deux autres éléments structurants, donc quasiment au début, quasiment à la fin, les deux témoignages de veuves. Et après, au cœur, vous avez du coup 3 chapitres dont il faut connaître le titre et l'ordre aussi: La Terre des Morts, La Couronne de la Création et Admiration de la Tristesse. Alors, on va les décrire un petit peu rapidement. Alors, ça ne va pas forcément trop vous aider si vous regardez les titres des monologues, mais on va quand même le faire rapidement. Donc, dans La Terre des Morts, évidemment, le thème, ça va être la mort en grande partie, mais plus précisément, c'est une partie qui met beaucoup là, qui fait une analogie en fait entre Tchernobyl et la guerre, notamment les guerres plutôt, et notamment la Deuxième Guerre mondiale. Du coup, c'est une partie qui est vraiment tournée vers le passé et qui va inscrire Tchernobyl dans une sorte de longue lignée de catastrophes incompréhensibles de l'histoire récente ukrainienne et biélorusse. Du coup, dans cette partie, il est question de Tchernobyl, mais pas seulement. Il est question aussi du sort des déportés, du sort de tous ceux qui ont été les victimes du stalinisme ou du nazisme, de ceux qui sont morts à la guerre, de ceux qui ont subi des sièges extrêmement longs, des familles endeuillées, etc. Alors, pour donner un exemple du fait que cette partie, elle intègre aussi des témoignages sur le phénomène de la déportation ou de l'exil en général, comme celui qu'ont vécu les gens de Tchernobyl, on peut prendre 3 monologues sur une peur très ancienne. Donc là, c'est la famille K, la mère et la fille, le mari de la fille qui n'a pas dit un mot. En fait, il y a 2 témoignages. Il y a les témoignages d'une famille de Tadjiks et une autre, ce sont des Kirghizes. Alors, c'est pas les pays les plus évidents à mettre sur la carte, mais on voit bien que ce sont des pays qui sont tout au sud de la Russie. Et ce sont des républiques où il y a toujours eu des tensions entre religions d'une part, et puis entre ceux qui veulent rester au sein de la Russie et ceux qui ne veulent pas, ceux qui sont indépendantistes. Et donc ça a provoqué beaucoup de guerres civiles et aussi de nombreux exilés. Et le paradoxe ici, c'est que du coup, les familles en question, elles viennent se réfugier, enfin elles sont acceptées comme réfugiées. Par contre, on les installe dans la zone d'exclusion de Tchernobyl. Donc en fait, on les installe en zone radioactive, quoi. Ça en dit long aussi sur le cynisme du régime. En tout cas, voilà, première partie, la Terre des Morts. Alors, elle donne aussi le modèle de la structure de chaque partie. En fait, vous avez une succession de monologues et à la fin, vous avez un chœur, le chœur des soldats. Cette structure, donc série de monologues et puis chœur à la fin, elle est la même dans toutes les parties. Regardez la deuxième partie, la couronne de la création, c'est pareil. Le chœur s'appelle à la fin le chœur populaire. Et dans le chapitre Admiration et la tristesse, c'est pareil. Vous avez plein de monologues. Juste tout à la fin, vous avez, alors c'est la page suivante, le chœur des enfants. Elle est plus longue cette partie-là. Donc c'est toujours la même chose, vous avez des monologues et à la fin un chœur. Comme s'il y avait un effort de la part d'Alexievitch à la fois pour faire entendre les voix individuelles et puis aussi faire entendre quelque chose de plus choral, de plus commun en quelque sorte. Donc pour la première partie, le motif de la guerre, une partie vraiment tournée vers le passé douloureux de l'URSS. Le passé que du coup Tchernobyl a réveillé de façon très douloureuse. Alors dans la deuxième partie, donc la couronne de la création, alors c'est une partie dont la lecture est très pénible aussi. C'est une partie qui porte davantage sur le présent des rescapés de Tchernobyl. Les enfants naissent des malformations après la catastrophe, notamment. Le désarroi des médecins et des personnels soignants en fait, qui ne savent plus comment venir en aide aux gens. Les professeurs alors ça c'est notamment dans le monologue à 2 voix pour un homme et une femme, qui ne peuvent plus enseigner, qui sont face à une génération nouvelle d'enfants qui sont des enfants complètement anormaux, d'une faiblesse anormale, une sorte de faiblesse intellectuelle aussi, qui est conséquence de leur santé désastreuse. Donc il y a cette idée-là, donc c'est plutôt axé sur comment dire,
les souffrances présentes générées par Tchernobyl. La nouveauté dans la souffrance, le caractère inédit de la souffrance générée par Tchernobyl, quelque chose qu'on n'avait jamais vu avant. Et puis dans la dernière partie, Admiration de la tristesse, alors elle est plus longue et elle est intéressante, elle a une dimension plus philosophique parce qu'on va y voir une tentative pour dresser un peu un bilan de la catastrophe, formuler des hypothèses sur ce qui a été appris ou compris. Et vous avez des personnages qui sont davantage des intellectuels, des savants, voire des scientifiques. Par exemple, alors vous avez dans le deuxième monologue sur la légèreté de devenir poussière, vous avez un ingénieur chimiste. Juste après, vous avez un ancien ingénieur en chef de l'Institut d'énergie nucléaire de l'Académie des sciences de Biélorussie, un historien, un autre chef de labo, une institutrice, etc. Et puis aussi des gens qui sont davantage, qui appartiennent davantage au domaine artistique, un photographe, une metteur en scène, etc. Donc dans cette partie, on essaye de donner du sens à la catastrophe. On essaie d'en proposer une interprétation. Et puis, il y a quand même aussi dans cette partie des espèces de doubles de l'auteur d'Alexeyevitch elle-même. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui expliquent aussi qu'ils ont voulu mettre en place une démarche pour comprendre Tchernobyl, pour donner du sens à Tchernobyl, de même qu'elle le fait. Donc vous allez avoir des personnages qui apparaissent un peu comme ses doubles, en quelque sorte. Donc là, on est plutôt voilà, dans l'idée qu'on va construire un souvenir conscient de l'événement. On n'est plus juste dans entretenir la mémoire des morts, c'est plutôt construire un souvenir avec du sens de l'événement. Et alors, ce qui est assez terrible dans cette partie, c'est que ça se conclut sur le cœur des enfants qui essayent eux aussi de donner du sens à l'événement, mais avec leurs yeux d'enfant, ce qui est radicalement, ce qui est assez, comment dire, c'est émouvant, mais c'est atterrant et c'est accablant parce que des enfants aient à essayer de donner du sens à quelque chose qui les dépasse complètement et qui les empêche de grandir correctement, c'est assez violent en fait, en quelque sorte pour le lecteur. Donc ça, c'était pour décrire le contenu du coup des 3 grands chapitres que vous avez au cœur du dispositif du texte. Donc la terre des morts, la couronne de la création et l'admiration de la tristesse. Alors tout à l'heure, on a dit qu'on n'est pas face à un roman avec une histoire qu'on pourrait suivre et qu'on pourrait raconter avec des épisodes. Par contre, cette succession de 3 chapitres, elle peut quand même se lire comme une espèce de structuration temporelle et symbolique surtout, puisque finalement vous avez un enchaînement entre le passé, la terre des morts, le présent, la couronne de la création, et puis finalement le futur, quel sens on va donner, comment on va changer notre vie après Tchernobyl, avec admiration de la tristesse. Alors même si effectivement le livre il n'est pas chronologique, hein, les témoignages d'ailleurs ils ne sont pas datés. On n'est pas comme chez Hugo qui datait ses poèmes, même si nous on sait qu'il les datait un peu n'importe comment, en tout cas pour reconstruire une chronologie du deuil, on l'avait beaucoup travaillé. Ici il n'y a pas de chronologie, la chronologie est complètement flottante. Il y a une perte de repères, et c'est un thème majeur aussi, vous verrez que l'idée qu'on est entré dans une autre temporalité avec Tchernobyl. C'est dans l'ordre de la catastrophe en fait. Tout a été bouleversé, notamment les repères temporels et même spatiaux en fait. Alors une dernière façon de lire cet enchaînement des 3 grandes parties, et même l'ensemble de l'œuvre, c'est que, alors certains commentateurs, ils y voient quelque chose qui aurait la forme d'un requiem. Alors, je vous mets le mot dans le chat. Le requiem, c'est le nom qu'on donne à la messe pour les morts. C'est un mot latin qui veut dire repose en paix, enfin repose, qui repose en paix. Alors dans le requiem, vous avez en fait des moments, voilà, des passages toujours consacrés. Généralement, vous avez d'abord ce qu'on appelle le dies irae, c'est-à-dire la colère de Dieu. Alors ça pourrait correspondre à la première partie en fait, au jour de colère. Voilà, la première partie où vraiment on a la révolte par rapport aux horreurs qui se sont déroulées à Tchernobyl et puis même dans les guerres précédentes. Après, vous avez un moment de déploration pure qui correspondrait à ce qu'on appelle dans le requiem le lacrimosa, qui veut dire quelque chose qui nous fait, enfin, qui suscite les larmes en quelque sorte. Donc là, c'est notamment pour la deuxième partie, la déploration du sort des enfants dans la couronne de la création. Et puis vous auriez la dernière étape qui serait, comme dans le Requiem, plus positive, l'Agnus Dei, ça veut dire agneau de Dieu, qui est une prière en fait pour rappeler que Dieu a sacrifié son fils, l'agneau de Dieu, pour arriver à une forme d'apaisement. Et du coup, cet apaisement, il serait sensible à travers le titre Admiration de la tristesse. Donc on verrait, comme dans un Requiem, une messe pour les morts, se succéder ces 3 moments, colère de Dieu, déploration et puis apaisement relatif avec l'Agnus Dei.
Voilà, donc ça, c'est vraiment pour essayer de donner un sens à la structure de l'œuvre. Si bien de le faire au début, on s'en servira. Alors, lacrimosa, pardon, bah, ça veut dire la déploration, on va dire. Littéralement, ça vient du latin lacrima qui veut dire les larmes. Donc ça veut dire en gros le passage qui fait pleurer, quoi. C'est un peu ça, le lacrimosa. Si ça ne vous parle pas du tout, et si vous avez le temps, mais je ne suis pas certaine, vous pouvez très bien aller écouter le Requiem de Mozart. Parce que si vous cherchez, même sur YouTube, Lacrimosa de Mozart, vous allez tout de suite comprendre en quoi c'est de la déploration. Ce sera très très net. De même pour le Dies Irae ou l'Agnus Dei. D'accord? Donc ça, c'était pour présenter la supplication, notamment à travers sa structure. Alors, je regarde juste. Alors, pour finir là-dessus, on va quand même du coup poser une problématique globale. Et en essayant à la fois de tenir compte de la spécificité d'Alexievitch, puis de comparer quand même avec Nietzsche et Hugo, qui nous ont quand même déjà bien fait avancer dans la réflexion sur la force de vivre. Donc, à mon sens déjà, c'est que, enfin, on va dire que comment la catastrophe de Tchernobyl, alors qu'elle est vraiment de l'ordre de l'indicible, de l'ineffable. L'ineffable, c'est comme indicible, mais qui a un sens plus fort. Voilà. Comment est-ce qu'elle va pouvoir renouveler notre réflexion sur la force de vivre, alors que, a priori, Tchernobyl, c'est une catastrophe qui vient détruire de façon massive toute force qui s'apparente à une force de vie, en quelque sorte. Je vous mets un peu, je remets un petit bout ici dans le chat. Donc voilà, comment, en quoi un texte comme ça, qui met surtout l'accent sur le fait que Tchernobyl a détruit massivement la vie, va pouvoir nous permettre de réfléchir à ce que c'est que la force de vivre, en quelque sorte. Et puis paradoxalement, comment la vie va-t-elle vraiment reprendre après une telle catastrophe? Alors, nous, dans le cours, on verra, on va commencer par s'intéresser à la catastrophe et à ses conséquences immédiates. Donc, on va voir comment la vie est progressivement attaquée, abîmée, etc. Ça va ? Et après, du coup, on travaillera sur la difficulté à comprendre Tchernobyl, la difficulté à donner du sens à Tchernobyl. Donc ça fera un petit peu écho à notre grand 2 du cours sur Victor Hugo. Et puis dans le grand 3, on verra que, là encore, comme je disais, de façon très paradoxale, il y a quand même un embryon de vie qui perdure, mais ça n'est plus une vie pleine et entière, c'est une vie qui doit faire face en permanence, qui doit cohabiter avec la mort en permanence, et que peut-être pour le coup c'est une forme plus consciente de ce qu'est réellement la vie. Vous vous rappelez, hein, la vie c'est aussi une espèce de... Enfin, on avait parlé dans l'introduction générale en début d'année de la force de vivre comme une espèce de tension entre vie et mort, entre pôle positif et négatif, et là on va le voir de façon extrêmement nette ici. Voilà. Alors, est-ce que jusqu'ici vous avez des questions sur ce qu'on a dit? Si c'est allé trop vite ou s'il y a des choses qui restent pas claires, n'hésitez pas à m'adresser vos questions. Vous pouvez prendre la parole, lever la main ou poser des questions dans le chat. Voilà, je vous laisse un petit peu de temps pour réagir. Ok. Tout va bien, super. Alors, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va entamer un tout petit peu le grand 1 du cours. Alors, je ne vous avais pas encore donné le document par mail. Ah, pardon, Noah lève la main. Hop. Allez-y, Noah, vous pouvez parler normalement. Je vous ai mis en présentateur. Oui, Oui. j'ai une question. Oui, bien est-ce sûr. que il serait possible que vous envoyiez Oui. la première partie parce que j'entendais rien Ouais. au tout début, donc Ah, mince. j'ai pas pris Oui. en note, Oui, pris en cours. d'accord. Vous avez pris en cours à partir de quel moment après? Vers le 4 ou je sais pas, au milieu du Ah 4, oui, d'accord. Ok. le petit 4. Ouais, ok. Écoutez, je vais vous envoyer le cours tel que je l'avais tapé, etc. À tous, comme ça vous aurez le. Alors voilà, sinon il y a le. Oscar dit qu'il a enregistré le cours. Je vous envoie quand même le cours, Noah, pour que vous puissiez comparer. S'il y en a d'autres qui ont le même besoin, n'hésitez pas à le faire. Aussi à m'adresser vos questions. Pas de problème. Ok. Ok, super, merci. Merci à vous.
Donc, je vous propose de commencer du coup. Ah, pardon, là, il y a Paul. On y va. Oui, Paul, je vous écoute. Oui, madame, j'avais une Oui, question. bien C'est sûr. pour vous demander si du coup l'œuvre, elle sert à Oui. immortaliser ou à dénoncer la catastrophe. Enfin, c'est quoi du coup le but, entre guillemets, réel? Le but, hein, c'est de ne pas oublier Tchernobyl. En fait, Tchernobyl, c'est un événement qui est hyper connu sur le plan de ce qui s'est passé physiquement parlant, techniquement parlant, scientifiquement parlant. Ça a été étudié, réétudié. Voilà, ça, on connaît très très bien. On connaît très bien aussi tous les aspects politiques, etc. D'ailleurs, c'est beaucoup là-dessus que la mini-série porte en fait. Donc, si on a pu faire une mini-série, c'est qu'on connaît bien l'événement. Par contre, elle trouve que ce qu'on connaît pas bien, c'est la réalité humaine derrière Tchernobyl. Parce que à l'époque de Tchernobyl et dans les années qui ont suivi, il y a eu beaucoup de reportages, mais un peu voyeurs du type vous regardez un enfant avec telle malformation, etc. Donc en fait, il y a eu un peu c'est un peu l'arbre qui masquait la forêt. Effectivement, il y a eu des enfants avec des malformations et c'est quelque chose qui est assez atroce. C'est ce qui fait qu'on se rappelle de Tchernobyl comme quelque chose de vraiment horrible. Mais il n'y a pas que ça. Et tout ce qu'il y a derrière, les millions de gens, peut-être pas millions, milliers de gens en tout cas, qui ont souffert de différentes manières, de plein de manières différentes de Tchernobyl, c'est à eux qu'elle veut donner la parole pour que vraiment ils expliquent ce qu'ils ont ressenti, pourquoi ils sont revenus dans la zone d'exclusion, comment ils ont réussi à revivre après ça, etc. Parce que ça, a priori, personne ne l'avait traité avant elle. Donc je pense que c'est surtout ça qu'elle a cherché à faire. Je ne sais pas si je réponds à votre question du coup. Paul? Excusez-moi. Oui, 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 bah oui, ça répond complètement. Et du coup, oui, c'est quoi en soi oui. le lien principal entre la supplication et Oui. les autres œuvres? Alors, ça dépend, ça dépend. Ça se rapproche beaucoup de Hugo parce qu'il y a une démarche de mémoire. Hugo, il va rendre hommage à sa fille qui est morte, dans notamment le livre 4. Là, on a un hommage rendu aussi aux victimes de Tchernobyl à travers tout le livre. Donc ça, c'est un premier point. Après, en fait, les liens avec les œuvres, on va les faire plutôt dans le détail du cours. Mais si on veut faire le lien, par exemple, avec Nietzsche, Nietzsche il considère que c'est à chacun individuellement de donner du sens à sa vie, de construire du sens. Et Alexievitch, elle, ce qu'elle fait, c'est que justement, elle montre comment chacun individuellement, que ce soit la veuve d'un pompier ou un liquidateur ou un scientifique, etc., comment chacun reprend le fil de sa propre vie, met en œuvre ses propres forces individuelles pour s'en sortir. Ça, ce sera le lien principal avec Nietzsche notamment. Et puis tout le reste, on va le détailler à mesure qu'on va dérouler le cours. D'accord? Est-ce qu'il y a d'autres questions du coup? Merci. Je vous en prie. Ah, merci Gauthier pour le lien pour la chaîne YouTube PTSI. Fait un peu peur, mais on va voir. Alors, du coup, je vais vous mettre. Je vous enverrai par mail aussi, mais là pour l'instant je ne l'ai pas fait. Je vais juste vous le mettre à l'écran. Donc, vous allez avoir, comme on fait d'habitude, le document avec le plan du cours et puis les citations qui vont nous aider à chaque fois. Donc là, normalement, il s'affiche. Donc, le grand 1, il va porter sur la catastrophe et ses conséquences, avec donc le récit d'un événement hors norme, ce que l'auteur appelle le monde de Tchernobyl, et puis la difficulté à dire Tchernobyl, sur laquelle on parlera assez longuement aussi. D'accord? Donc là, en fait, là, je suis dans le grand 1. J'ai pas encore, entre le 1, grand 1 et le grand A, je vais faire un petit décrochage ici pour expliquer justement ce qu'on appelle, pourquoi on parle de catastrophe. Qu'est-ce que ça veut dire exactement quand on parle de la catastrophe de Tchernobyl? Donc là, je m'appuie notamment sur l'encadré que vous avez ici, où j'ai pris la définition du mot dans le TLFI, c'est-à-dire le trésor de la langue française informatisée. C'est un site internet qui est très bien là-dessus. Alors, donc déjà, cet événement, il va être hors norme, évidemment, et on va le qualifier de catastrophe. Alors, une catastrophe, c'est quoi? Au sens usuel, c'est un événement brutal qui bouleverse le cours des choses, en provoquant souvent la mort et ou la destruction, synonyme désastre, fléau, malheur. Donc ça, c'est quand on parle d'un phénomène naturel. Par exemple, une inondation catastrophique dans tel pays, glissement de terrain, tremblement de terre, etc., raz-de-marée, ça sont des catastrophes. Ça concerne des événements naturels. Mais vous remarquerez que il y a un deuxième sens spécifique qui est spécifique au monde de la mécanique. Une catastrophe, c'est un accident de grande proportion.
Donc là, ça colle vraiment avec Tchernobyl. Et en fait, ce qu'on peut remarquer, c'est que Tchernobyl correspond aux deux sens. C'est à la fois un événement qui bouleverse le cours des choses en provoquant la mort et la destruction, et c'est aussi un accident de grande proportion. Donc en fait, c'est une espèce de catastrophe totale, Tchernobyl. C'est un peu la catastrophe par excellence, en quelque sorte. Et en plus, si on ajoute le dernier sens, donc par extension, événement aux conséquences particulièrement graves, voire irréparables, état qui en résulte, ruine, désastre, on a l'impression que ça correspond à ce que décrit aussi Alexievitch, l'état de la Biélorussie, l'état des campagnes, l'état des habitants irradiés, et donc des conséquences qui sont aussi des conséquences de longue portée, qui vont se calculer en décennies, en quelque sorte. Donc, moi, ce que j'aurais tendance à penser, c'est que Tchernobyl répond à la définition de la catastrophe dans les trois sens qui sont proposés ici. Donc, c'est une espèce de catastrophe totale, catastrophe par excellence. D'accord? Alors, autre remarque qu'on peut faire ici, c'est qu'on parle de catastrophe objectivement, mais là encore, comme on l'a souligné en intro, c'est pas la dimension des faits qui est importante pour Alexievitch, c'est la perception subjective de l'événement. Mais malgré tout, elle tient à faire apparaître les faits à un moment donné de livre. Et elle va le faire au début pour évacuer un peu ces événements factuels. Elle le fait justement dans le passage qui s'appelle Information historique, qui est au tout début du texte. Alors, on va le regarder ensemble si vous prenez votre livre. En fait, c'est des pages 7 à 9. Vous allez voir. Alors, je vais le commenter rapidement. Voilà. Donc, vous avez plusieurs petits paragraphes dans l'information historique. Le premier, ça définit la Biélorussie. Il convient tout d'abord de déchirer le voile du secret qui entoure la Biélorussie, car pour le monde, nous sommes une terra incognita, une terre inconnue, inexplorée. Chacun connaît Tchernobyl, mais seulement en rapport avec l'Ukraine et la Russie. Russie blanche, telle est la traduction du nom de Biélorussie. Donc voilà, première chose, on parle de la Biélorussie. Après, on va avoir des textes qui vont rappeler des chiffres sur la mortalité liée à Tchernobyl, et qui vont vraiment donner l'échelle de la catastrophe. Alors, par exemple, donc là, on vous rappelle les faits, notamment, donc là, je suis page 7, troisième paragraphe. Le 26 avril 1986, à 1h23, une série d'explosions détruisit le réacteur et le bâtiment de la 4e tranche de la centrale nucléaire de Tchernobyl. Cet accident est devenu la plus grande catastrophe technologique du XXe siècle. Pour la petite Biélorussie de 10 millions d'habitants, il s'agit d'un désastre à l'échelle nationale. Pendant la Seconde Guerre mondiale, sur la terre biélorusse, les nazis avaient détruit 619 villages et exterminé leur population. À la suite de Tchernobyl, le pays en perdit 485. 70 d'entre eux sont enterrés pour toujours. La guerre tua 1 Biélorusse sur 4. Aujourd'hui, 1 sur 5 vit dans une région contaminée. Cela concerne 2,1 millions de personnes, dont 700 000 enfants. Les radiations constituent la principale source de déficit démographique. Dans les régions de Gomel et de Mogilev, qui ont le plus souffert de la tragédie, la mortalité est supérieure de 20% à la natalité. Ce qui veut dire que la population, du coup, diminue. Voilà, après, vous avez les chiffres, d'autres chiffres sur l'expulsion des radionucléides dans l'atmosphère, dont 70% sont retombés sur le sol de la Biélorussie, etc. Donc, on ne va pas tout lire ici. L'idée, c'est de montrer que, voilà, on nous dit, voilà, la Biélorussie, c'est tel pays, il n'est pas très connu, mais c'est un pays qui a énormément souffert de Tchernobyl, donc ça donne vraiment l'échelle de la catastrophe, le nombre de morts, la proportion de contaminés sur la population totale, les taux de radiation sur le territoire biélorusse. Et puis après, le petit paragraphe qui suit, on vous explique que c'est le fameux nuage de Tchernobyl. Vous savez, les retombées des radionucléides n'ont pas concerné que ces pays-là, mais elles ont été aussi ressenties en Pologne, en Allemagne, en Autriche, en Roumanie, ensuite en Suisse, en Italie du Nord, et enfin en France, en Belgique, aux Pays-Bas, etc. Jusqu'aux États-Unis, au Canada, un peu plus tard. Donc, Biélorussie, les conséquences sur la population, les conséquences sur le monde entier. Et ensuite, dernier paragraphe, on a une espèce de projection dans le futur, puisqu'on nous dit que le réacteur, il a été recouvert par une espèce de, on appelle ça, de sarcophage pour empêcher la contamination, mais qui a été bâti à la hâte et qu'en fait, il est en train de se fissurer et que du coup, le problème n'est pas résolu. Donc, vous avez d'abord un mouvement d'élargissement dans l'espace, la Biélorussie, puis les conséquences sur le monde, puis les conséquences sur le futur. Donc, ce sont des données factuelles, mais ce sont des données factuelles qui sont présentées d'une façon que c'est extrêmement alarmant et que ça correspond vraiment bien au sens de ce qu'est une catastrophe. Une catastrophe au sens d'un bouleversement irréversible qui engage le passé, le présent et l'avenir. Et donc là, on va retrouver aussi notre structuration en chapitres ici, avec les 3 chapitres passé, présent, avenir.
Voilà, donc là, on arrive au petit A, petit 1, mais on va laisser pour aujourd'hui, du coup, on va en rester là. Donc la semaine prochaine, on fera le grand 1 en entier et on parlera aussi de l'interview de l'auteur par lui-même. Donc ce qui serait pas mal, du coup, ce serait pour vous de relire, alors je vais vous redonner les pages, au moins, et bien justement l'interview de l'auteur par elle-même, vous pouvez même le travailler un petit peu si vous voulez, donc des pages 30 à 33 serait bien. Parce qu'on va le commenter spécifiquement la semaine prochaine, en plus de la fin du cours sur, avec tout le grand 1, on va le faire la semaine prochaine. Voilà. Que dire de plus? Donc pour les élèves concernés par la colle de demain, donc je vous fais un mail pour qu'on trouve un autre créneau, puisqu'il y a la SI qui s'est mise à la place. Et puis, ben, s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. Voilà, je vous écoute, je vous laisse encore un petit peu de temps. Bien. Alors, du coup, je marquerai Alors, pour le cours suivant, je vais mettre 13 h le mercredi, de façon à le garder un petit quart d'heure pour que tout le monde se connecte. Le cours sera un petit peu plus long qu'aujourd'hui, où c'était un peu du tâtonnement, parce que je ne maîtrisais pas encore très bien le système. Donc, j'ai cru comprendre que certains enregistrent le cours, notamment Oscar. Donc, pour ceux qui ont eu du mal à suivre, vous allez pouvoir le retrouver facilement. Sinon, merci Oscar. Sinon, vous m'adressez un mail et puis je vous ferai suivre le contenu du cours sous une autre forme. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions du coup? Tout va bien? Alors, c'est toujours comme en présentiel l'école. Oui, voilà. Pour l'école, ça va être pareil. Ce sera une personne chaque demi-heure. On va faire comme ça. D'accord? Tout va bien. Bah écoutez, c'est super. Je ne crois pas que vous ayez d'autres cours aujourd'hui, ou je me trompe? En tout cas, voilà, si vous avez physique quand même. Ah oui. En tout cas, si vous avez un petit moment, essayez de relire le document, parce que là, on n'a pas tout regardé, on n'a pas lu le passage sur Tchernobyl elle-même, etc. Reprenez votre document, vous la notez, vous fliotez. Comme ça, vous êtes bien au point, et puis on reprend ça, on continue là-dessus la semaine prochaine. Eh bien, super. C'est joli ce petit dessin, je ne sais pas ce que c'est, mais ouais. Bien. Bah écoutez, je vous souhaite une bonne après-midi, un bon cours de physique. Voilà, au revoir Lucas. Plus de dessin, d'accord? Pas pour la fois prochaine. Merci, au revoir.